France. C'est un nom belge. Et on a de points communs avec les Suisses d'ailleurs. On parle en termes de chiffres plus ou moins de la même façon. Le coaching part d'un présupposé auquel j'ai complètement adhéré, qui est qu'une personne est experte de sa vie, et dans sa vie on y met le côté privé et le côté professionnel, et qu'au travers de cette expertise, le travail du coach est de faire émerger le potentiel, les capacités, les ressources pour qu'une personne atteigne un objectif. C'est en 2004 que la première formation de coaching organisée par Coaching US a été organisée. Donc ça fait aujourd'hui 11 ans d'existence par rapport au parcours, avec petit à petit, on va dire, des partenaires qui se sont rajoutés. En général, les partenaires sont d'ailleurs des personnes qui ont été eux-mêmes d'abord dans une position participante dans le cursus. Et c'est progressivement ajouté la France, qui aujourd'hui propose au travers de l'organisateur français 4 lieux, Lille, enfin 5 même, puisque Strasbourg s'est rajouté, Lille, Strasbourg, Lyon, Aix-en-Provence et Paris. Ensuite s'est rajouté la Suisse avec le Collège Roman, et on travaille déjà ensemble depuis pratiquement 4 ans. Ouais. Par rapport au... Enfin, on arrive au 5e paille, donc ça fait 4-5 ans. Puis le Luxembourg, le Maroc, et se rajoute à la prochaine saison Monaco. Je vais faire connaissance avec le Rocher. Et donc Coaching West, en gros, aujourd'hui, si on parle en termes de chiffres, c'est plus ou moins 1800 personnes qui ont fait ce parcours. Tous ne sont pas coachs aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les objectifs d'une personne en débutant, notamment une formation, ne sont pas forcément les mêmes. Statistiquement, on va dire, si on observe globalement dans les différents pays, il y a 30-35% des personnes qui sont en transition de carrière et qui souhaitent donc passer de leur profession actuelle à une profession de coach. Donc c'est vraiment une transition professionnelle. On a globalement également une trentaine de personnes qui viennent du monde de l'entreprise et qui ont une posture de manager, de dirigeant, et qui souhaitent tout simplement avoir des outils ou une approche de coaching qu'ils vont ensuite intégrer dans leur pratique de dirigeant ou de chef d'équipe. Puis on a des personnes qui sont déjà dans la relation d'aide. Statistiquement, ça représente plus ou moins 15%. Donc des personnes qui sont assistants sociaux, psychologues, infirmiers, etc. Donc qui ont une profession dans la relation d'aide et qui souhaitent rajouter cette corde à leur arc qui est le coaching. Et on a finalement, on va dire, une dizaine de personnes qui viennent purement à titre de développement personnel et qui souhaitent au travers d'une formation de coach, tout simplement améliorer des compétences relationnelles, des compétences, on va dire, en fonction de leur capacité, des objectifs qu'ils désirent atteindre dans leur vie. Voilà, globalement, comme ceci. On est dans un processus d'accompagnement et ce processus vise à amener une personne d'un point A à un point B, le point B étant son objectif. Après, il y a des finesses. Est-ce que l'objectif est déterminé par l'entreprise? Est-ce qu'il est déterminé par la personne elle-même? On ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais en gros, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle tellement du coaching, que le coaching est, on va dire, une discipline, un métier qui apparemment attire pas mal de monde. Quand on regarde finalement l'explosion du coaching, elle est liée à ce que les personnes préfèrent aujourd'hui s'orienter vers des valeurs individuelles plutôt que des valeurs collectives. On est de plus en plus confronté à des transitions qui ne sont pas forcément souhaitées. Vous savez, il y a 4 grands types de changements. Il y a ceux qu'on choisit et ceux qui nous sont imposés, il y a ceux qui peuvent aller vite et ceux avec lesquels on a un peu plus de temps. Et donc, si on mixe ces 4 paramètres, évidemment, l'intensité de l'inconfort peut évidemment passer du simple au triple, voire plus. Donc, oui, tout ça, ce sont des réponses exactes. On va dire qu'une caractéristique aujourd'hui qui est un peu le dénominateur commun, c'est le changement. On est dans une société où le changement est de plus en plus rapide et on observe une courbe, c'est une courbe exponentielle. En d'autres termes, avant on était confronté à quelques changements dans sa vie, aujourd'hui on est confronté à une multitude de changements. Comment la personne va coder le changement? Et 80% des personnes, ce qui est énorme, vont retirer quelque chose.
retirer leurs lunettes, retirer leur foulard, leur cravate, leur chemise, leur montre, leurs souliers, leurs chaussettes, peu importe. Globalement, 15% des personnes vont changer quelque chose de place, inverser les chaussures, mettre le bracelet du côté gauche au côté droit, voilà, donc modifier l'emplacement de quelque chose qu'ils ou elles portent, et uniquement 5% des personnes vont rajouter quelque chose à leur apparence. En ce sens que si je fais ça et que je fais ça, j'ai également modifié un paramètre de mon corps. En d'autres termes, une des explications, dans l'information, on aura l'occasion de discuter évidemment d'autres, c'est que le changement amène une résistance, et la résistance est expliquée parce que le changement est associé à une perte, à retirer quelque chose, donc beaucoup plus difficile à vivre, et comme vous l'avez très bien évoqué, étant dans une société où les valeurs individuelles sont prioritairement plus importantes que les valeurs collectives, la personne face à cette difficulté dans cette transition se retrouve seule et souvent associée à une croyance qu'elle va perdre quelque chose dans cette transition. En principe, pour exercer une profession, moi j'appelle ça, il faut un accès à la profession, et il y a deux pouvoirs qui déterminent quels sont les accès à une profession et qui permettent de l'exercer. C'est le pouvoir juridique et le pouvoir académique. Alors, si on observe ces deux facteurs en principe en concertation, pas toujours, mais ça dépend du pays, définissent quelles sont les compétences et quel est le niveau de diplôme ou l'orientation d'un diplôme nécessaire pour exercer un métier. Il y a des métiers qui sont dits protégés, c'est-à-dire qu'en étant protégé, c'est obligatoire pour exercer ce métier d'avoir un diplôme ou, on va dire, une validation académique, et d'autres métiers ne le sont pas, ou pas encore. C'est le cas du coaching. En d'autres termes, en Europe, il n'y a que, Europe, pas dans le sens communauté européenne, mais sur le territoire qui représente la vieille Europe, il n'y a qu'un seul pays qui a aujourd'hui légitimé le métier de coach, c'est l'Autriche. Et l'Autriche a exigé pour exercer ce métier qu'il fallait avoir l'équivalence d'un bac plus 3 orientation sciences humaines et une formation spécifique de coach. Aujourd'hui, la réalité, on va dire, sociétale est que les gouvernements, peut-être moins ici, à d'autres a souhaité définir ce qu'il faut pour exercer un métier. En Belgique, par exemple, on l'a fait de façon assez spécifique, ça a mis 10 ans pour définir le métier de thérapeute ou de psychothérapeute. Mais en gros, on va dire qu'il peut y avoir jurisprudence et que progressivement, on commence à définir des conditions académiques supervisées par l'État pour exercer ce métier. Mais à ce stade-ci et à l'heure actuelle, l'unique métier, pays où l'accès à la profession est obligatoire, c'est l'Autriche. C'est évidemment problématique parce qu'il y a une grande confusion entre ce que bien souvent les médias proposent dans l'image du coaching et ce que les coachs appartenant à une fédération de coachs ou autres font dans leur pratique quotidienne. La différence, c'est que ce qu'on voit dans les médias, ce n'est pas du coaching, c'est de la consultance. C'est donner un conseil, c'est utiliser son expertise dans un domaine spécifique et, au travers de cette expertise, amener une équipe, une entreprise, finalement, à changer son mode opérationnel afin d'avoir d'autres résultats, de meilleurs résultats, etc. Ça, c'est de la consultance. Parfois, c'est un peu déconcertant, parce que si je représente ça dans un graphique, voilà, on part d'un présupposé qui est « je suis l'expert », vous, chacun d'entre vous. Et à l'opposé, mon client est expert. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé en disant ben, c'est ça qui m'a attiré dans ce métier. Je pose des questions, alors dans tous les métiers on pose des questions, mais ce sont surtout des questions de clarification pour comprendre la demande du potentiel client. Je donne des réponses. Si on prend la position du consultant, ben, le consultant est l'expert de quelque chose. On va faire appel à un consultant pour une expertise, une audit, et ensuite apporter des conseils qui vont servir à changer et à mettre en place
va dire, des choses différentes dans l'entreprise. Donc, il est l'expert, et dans le coaching, on parle de présupposer, c'est le client expert. Le coach pose des questions, et au-delà des questions de clarification, les questions qu'il pose visent à faire émerger ou à faire reprendre conscience ou à développer avec le client des compétences et des ressources. Le consultant donne des réponses. C'est quoi votre problème? Ben voilà la solution à votre problème. Donc, en d'autres termes, si je mets le consultant dans ce graphique, il donne des réponses et il est expert, il est ici. Et si je mets le coach dans ce graphique, il présuppose que le client est expert et il pose des questions pour faire émerger son potentiel. Il est là. Vous voyez que c'est une position diamétralement opposée. Ça ne veut pas dire que les deux ne peuvent pas être conciliables, mais c'est deux postures différentes. Ça veut dire que c'est simplement le contrat qui définit le rôle que vous allez prendre dans la demande du client. Si on vous demande une position d'expertise et du conseil, vous prenez la position de consultant. Si on vous demande du coaching et de faire émerger chez les collaborateurs ou dans l'équipe des compétences, vous êtes dans une posture de coach. Et vous pouvez être les deux. D'ailleurs, il y a beaucoup de consultants qui font du coaching aussi, tout simplement pour proposer deux services différents à leurs clients ou à leurs potentiels clients. Mais c'est une réalité. C'est une réalité, mais ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas incompatible, mais c'est deux métiers différents. Et vous pouvez, vous, dans votre position, si vous êtes consultant aujourd'hui, développer des compétences de coach et proposer à vos futurs clients soit un coach, soit un consultant. Mais ce n'est pas le même métier. Ça, c'est important. Donc, statut légal, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour l'instant, mais il faut savoir que de plus en plus le pouvoir académique s'intéresse au coaching. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, en Belgique, et je pense en Suisse aussi, que des facultés, des universités commencent à proposer des formations de coach, qui sont souvent très théoriques, puisque la fac, c'est souvent un cadre très théorique, pas toujours, mais souvent. Et que le pouvoir académique commence à s'intéresser de plus en plus, on va dire, au métier de coach. Il y a d'autres raisons. En Belgique, je les connais bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même les facultés sont confrontées à ce que leurs participants désirent une certification qui est, dans le monde de l'entreprise, une certification qui leur paraisse légitime et nous demandent, en coaching en Belgique, ça se passe comme ça, peut-on créer ensemble une synergie pour qu'un certain nombre d'heures dans notre programme de faculté soit certifiante et permet également aux participants d'avoir une accréditation d'une fédération de coach. Mais petit à petit, le pouvoir académique va probablement définir les compétences, mais ça mettra encore un certain temps. Dans le coaching, il y a plusieurs courants. Au-delà qu'on parle toujours de la même posture de coach, on n'est pas conseiller, on n'est pas consultant, il y a plusieurs courants. Historiquement, le coaching est né dans le monde sportif, où on s'est dit, mais comment développer, on va dire au niveau physique, des compétences, ou augmenter certaines compétences de nos sportifs, en travaillant sur quelque chose qui est plutôt de l'aspect mental, volonté, l'aspect plutôt psychologique. Le fait d'être dans cette démarche porte un nom. Ça s'appelle le coaching génératif. C'est important de comprendre, derrière le mot génératif, il n'y a pas forcément un problème. On dirait plutôt que la motivation, et on parle beaucoup de motivation dans le coaching, est de l'ordre du désir. Et les verbes qu'on va utiliser dans une demande, ou que le client va utiliser dans une demande, c'est développer, créer, augmenter. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a un désir de développer des compétences, de créer de nouvelles compétences. On est dans une dynamique que moi j'appelle plutôt carotte. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose d'attractif et on a envie de l'atteindre, et donc on met en place un certain nombre de choses pour aller vers cet objectif attractif. Tant que le coaching était limité dans cette sphère, le coaching n'avait pas de détracteurs, parce qu'il n'empiétait sur le terrain de personne. Petit à petit, le monde sportif, ça, monde de l'entreprise, petit à petit, le coaching est sorti d'un contexte défini, entreprise ou
sportif pour entrer dans la sphère privée. Et dans la sphère privée, on a vu apparaître un nouveau courant de coaching qu'on appelle curatif. Quelle est la différence? C'est que la demande est motivée par une menace, par un problème. Dans le premier cas, je vais faire appel à un coach parce que je vois une carotte et je ne sais pas très bien comment l'atteindre. Dans le deuxième cas, je fais appel à un coach parce que je vois un bâton et que je veux m'en éloigner. Constat est fait que souvent dans le coaching curatif, le point de départ de la demande est une souffrance de l'individu. On peut appeler le problème souffrance. Et là, le coaching a vu apparaître ses détracteurs parce qu'ici, on rentre dans une sphère qui appartient déjà, en grande partie, aux psychologues cliniciens et aux psychothérapeutes. Et dans le jargon du coaching, ce courant-là s'appelle plus communément le life coaching. Et ici, on est plutôt dans du business coaching, du coaching d'entreprise, une dynamique plus cadrée par le contexte. Il est vrai que certains coachs se sont substitués à des psychothérapeutes sans forcément être équipés pour. Et ça a fait, dans certains cas, des dégâts. Parce qu'on rentre dans une sphère beaucoup plus sensible, qui sent justement la souffrance de la personne qui s'adresse à une tierce personne pour sortir de cette souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas coacher dans ce domaine-là, mais ça veut dire qu'il faut savoir ce qu'on fait et pas empiéter sur le travail du psychologue. On voit apparaître aujourd'hui un troisième courant de coaching qu'on appelle ontologique. Et ontologique, c'est quoi? C'est que avant, les personnes, globalement, c'est une généralisation, étaient plus connectées collectivement et plus connectées spirituellement. En gros, et on fait du coaching au Maroc aussi, parce que coaching Wave est à Casablanca, toutes les 10 phrases, j'entends Inch'Allah. En gros, ben, si aujourd'hui il me manque une jambe, c'est Inch'Allah. J'ai un accident, Inch'Allah. Je veux dire que la culture fait référence à une volonté supérieure qui est de l'ordre de la connexion spirituelle. Mais dans notre société, il y a de moins en moins de personnes connectées, on va dire, sauf à leur smartphone, et qu'il y a, on va dire, ce qui apparaît comme une quête de sens. Finalement, si je ne suis pas forcément croyant, si je ne suis pas forcément connecté à un tas de choses, mais quel est le sens de ma vie? Et on voit apparaître ce qu'on appelle le courant ontologique, c'est-à-dire que la demande du client s'articule autour d'une quête de sens. Je vais donner un exemple. Et c'est un métier passionnant le coaching, parce qu'on en apprend tout en étant dans une posture de coach. Une personne, je coachais il y a quelques années, avait était millionnaire, milliardaire, je ne vais pas compter sa fortune, était propriétaire de mines de diamants à l'ancien Congo belge, au Zaïre, Congo. Et voilà, en gros, elle vient me voir, elle me dit, écoutez, j'ai de l'argent, je ne sais plus quoi en faire, les 5 prochaines générations sont à l'abri financier, j'ai des belles voitures, j'ai une belle maison, j'ai une femme, j'ai des maîtresses, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai 45 ans, qu'est-ce que je vais faire le reste de ma vie? So what? Ça, c'est une démarche ontologique. C'est quel est le sens encore de ma vie? Est-ce qu'on empiète sur une autre profession? Tout dépend finalement quel est le cadre qu'on donne dans ces différents courants de coaching. Et on pourrait appeler ce cadre éthique. Voilà. Et donc, petit à petit, des personnes se sont regroupées pour créer finalement des pairs, des groupes de pairs. Et avec le volume, on a commencé à s'organiser de façon plus structurée, avec un statut, etc., pour devenir des fédérations et définir un cadre du métier de coach, avec dans ce cadre les compétences minimum pour pouvoir exercer ce métier. Alors, en Suisse, ICF est la fédération, je ne pense pas, à ma connaissance, qu'il y ait d'autres fédérations réellement importantes de coaching en Suisse. En Belgique, il y en a 2.
L'IASF qui est la plus importante est le MCC. En France, on aime bien les individualités, il y en a plus quoi. Il y a SF Coach, il y a Coach aussi, il y a Coach Paris, il y a Coach Marseille. Chacun fait son petit fédération, mais on va dire que la plus importante est la fédération de coaching ici. Alors, en fonction des antennes et en fonction du dynamisme des personnes qui représentent cette fédération, on va retrouver dans les différents lieux et dans les différents pays plus ou moins de lobbying exercé par ces fédérations. Et ce lobbying a évidemment pour objectif de partager, de communiquer aux entreprises, c'est surtout aux entreprises parce que le live coaching, ça se fait surtout au bouche à oreille, aux entreprises, l'importance dans le choix quand il y a un appel d'offres, quand on a besoin de coach, d'une accréditation vu que le statut légal n'existe pas encore dans la législation du pays. Je suis forcé de constater qu'ils ont bien fait leur travail dans de nombreux pays. Au Maroc, ça commence à peine à émerger, dans les pays un peu plus éloignés, ça commence à peine à émerger. On va dire que dans les pays les plus industrialisés, ICF a réussi à se faire une place crédible dans le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui en Belgique, que ce soit dans le secteur public, c'est-à-dire ce qui appartient à l'État, le transport en commun, les machins, les trucs, le ministère des Finances, ceci et cela, ou dans le secteur marchand, les entreprises pharmaceutiques, les grosses boîtes, quoi. Aujourd'hui, c'est clair, on ne rentre pas dans une boîte si on n'a pas une certification. Je parle du monde de l'entreprise. Vous savez, j'ai aujourd'hui des personnes qui s'inscrivent en Belgique alors qu'ils ont fait une formation de coach chez Vincent Lénart, tout simplement parce que Vincent Lénart a refusé, on va dire, de rentrer dans cette démarche de certification de son programme, et que ça ne veut pas dire que le programme est mauvais, loin de là, je l'ai fait, et je sais en quoi il consiste. Donc il est très bien, enfin, le programme de Lénart. Mais Lénart est un peu un problème, il a dit, moi, adhérer à des trucs américains, jamais. Et aujourd'hui, j'ai des coachs qui s'inscrivent, qui ont fait une formation complète chez Lénart en disant, mais chez Lénart, on n'a pas de certification. Et aujourd'hui, quand je propose mes services en entreprise, on me dit, vous avez une certification? Non? Alors, il y a d'autres personnes sur le marché qui ont une certification. Ça ne veut pas dire qu'on vous choisit. Ça veut dire que c'est le premier critère aujourd'hui qui s'installe de plus en plus, et je pense en Suisse aussi, par rapport à une première sélection. Coach certifié, coach pas certifié. Et coach pas certifié, pas rentré. Après, s'il y a 10 personnes certifiées et qu'ils n'en ont besoin qu'un, la sélection va se faire à d'autres niveaux, bien sûr. Mais c'est une porte d'entrée dans une entreprise aujourd'hui qui devient pratiquement inévitable, en tout cas en France et en Belgique. Je sais par expérience parce que je travaille beaucoup dans l'entreprise. Dans le live coaching, c'est-à-dire le coaching d'une personne privée qui fait appel à un coach parce que voilà, elle est dans une transition, il y a par exemple une personne qui est en train de se reconstruire après un burn-out, qui fait appel à un coach, etc. Ça c'est une dynamique qu'on pourrait trouver dans le live coaching. Les particuliers, j'appelle ça des particuliers, les personnes particulières connaissent rien des certifications. Ça commence aujourd'hui, commence à en entendre parler, commence à être au courant, mais là, le boulot, c'est vraiment le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des clients et que les clients sont satisfaits, ben, voilà, la publicité se fait, et puis vous avez d'autres appels et d'autres personnes qui viennent se faire coacher. Maintenant, est-ce qu'on peut gagner sa vie? On va dire que la Suisse est un statut quand même particulier, puisque votre niveau de vie, voilà, je ne dis pas que tout n'est pas proportionnel, mais votre niveau de rémunération est plus élevé globalement. Donc, ce que moi je vais vous donner comme chiffres, ce sont des chiffres européens, voire mondiaux, et pas des chiffres suisses. Mais en gros, pour quelqu'un qui est engagé et qui veut exercer ce métier, gagner sa vie, il faut compter plus ou moins en fonction de son réseau existant, en fonction de ce qu'il va déployer, il faut compter entre 18 mois et 3 ans pour commencer à en vivre. Et en vivre, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire avoir un revenu net équivalent à 3 000 €. Alors pour les Suisses, ça peut paraître pas grand-chose, mais dans le reste de l'Europe, c'est un revenu tout à fait correct. Mais les prix en Suisse pour le coaching sont plus chers aussi. On va dire que toute proportion gardée, c'est un peu ça. Pour vous donner une idée, dans le monde de l'entreprise, aujourd'hui, une heure de coaching se facture
entre 300 € et 500 €. Alors, certains peuvent dire, waouh, je fais 10 heures de coaching, j'ai 5 000 €. Le problème, c'est qu'en commençant, vous n'allez pas avoir 10 heures de coaching. Autant être transparent. Sauf si vous connaissez une boîte de coach qui tourne bien et dans laquelle vous vous insérez et que ces personnes vous donnent du boulot. Ça, c'est la réalité. Donc, quelqu'un qui, moi aujourd'hui, c'est un choix, mais quand j'ai commencé le coaching, j'étais très content quand j'avais entre 6 et 10 heures de coaching par mois en entreprise. Parce qu'il y a tout le travail à côté, il y a les appels d'offres, il faut répondre aux appels d'offres, ça prend du temps, il faut prospecter, machin, et puis vous allez peut-être avoir 3 appels d'offres et être une fois choisi dans 3 appels d'offres. Soyons clairs. Et ça, c'est une particularité d'un coaching web, on est transparent. Et qu'est-ce qui se passe dans les... Vous avez dit une période de tout à l'heure, 3 ans? Ben, c'est le temps qu'il faut pour qu'il commence à y avoir un mouvement, on va dire une visibilité, et suffisamment de bouche à oreille pour qu'on fait appel régulièrement à nos services. Après, on ne peut pas généraliser. Quelqu'un qui ne bouge pas, qui dit les clients vont tomber du ciel, oubliez quoi. Il faut se bouger. Voilà. En live coaching, on va dire que le prix de la séance est assez équivalent en Europe et en Suisse, approximativement. On va parler en francs alors. C'est de l'ordre de 100 francs l'heure. Donc, vous faites le compte. Si vous visez 4000 francs par mois, ça veut dire que vous devez avoir 40 heures de coaching. Voilà, c'est aussi simple que ça. Peut-être même plus, puisqu'il faut déduire les impôts, les machins, les trucs, mais globalement, c'est ça. Donc, si quelqu'un s'attend à avoir ça en sortant d'une formation, peut-être qu'une autre école pourrait vous le promettre, mais à mes yeux, et au travers de mon expérience, ils sont dans la pêche des participants en donnant des promesses qui peuvent dans la réalité pas être tenues. Il y avait une question, est-ce que le coach a une obligation de résultat? Non. Le coach a une obligation de moyens, ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que lui, il doit mettre tous les moyens qu'il a à sa disponibilité pour que le client avance et atteigne son objectif. Mais le résultat, c'est pas le coach qui doit l'atteindre, c'est le client. C'est important et c'est vu évidemment dans la matière parce que ça fait appel de ce qu'on appelle le contrat de coach, le contrat de coaching. Ça veut dire que dans les clauses du contrat, on explique bien à nos clients qu'on a une obligation sur les moyens que nous mettons en œuvre pour que le coach avance, que le client avance, mais que l'obligation de résultat, c'est à nous qui l'avons. Dans tous les pays que je connais, pour pouvoir circuler dans une voiture, il faut un permis de conduire. Et vous allez faire une formation où vous faites un écolage avec une personne qui a de l'expérience et ensuite passer un examen, ça se passe comme ça en France aussi, en Suisse aussi. Et vous avez un examinateur qui valide est-ce que vous avez suffisamment de compétences pour circuler. Tous. Voilà. Est-ce que ce permis de conduire fait de vous un bon conducteur? La métaphore est exactement la même en coaching. En gros, si on prend le code ou la conduite, en sortant d'une auto-école, en principe, vous n'êtes pas un danger pour vous, et en principe, on espère, vous n'êtes pas un danger pour les autres. Mais ça ne fait pas, vous, forcément, un excellent conducteur. Formation de coach, c'est ça. C'est en sortant d'une formation, en principe, et on veille à ça, vous n'allez pas être un danger pour vous-même, et en principe, et on veille encore plus à ça, vous n'êtes pas un danger pour les autres. Est-ce que ça fait de vous un bon coach? Pas encore. Mais ça vous permet d'avoir suffisamment de compétences. Et une des particularités du programme, c'est qu'on insiste durant la formation pour que la personne, au travers de ce qu'on propose en termes d'outils, en termes d'approche, etc., et d'interaction, perçoivent quelles sont ses limites. C'est important que chacun ait de la compétence de pouvoir dire ça, la thématique, le sujet, la problématique du client, c'est trop important pour moi, je refuse ce coaching. C'est important qu'un coach en sortant d'une formation ait la conscience, parce que l'être humain est hyper complexe,
Ça ne se définit pas au travers de quelques modèles, et on présuppose qu'en faisant ce métier, on a au moins une compétence commune qui est le respect de l'être humain et la croyance qu'il y a moyen de s'améliorer, de vivre mieux, de vivre en allant vers des objectifs ou en réalisant des projets qui nous tiennent à cœur. Donc ce respect de l'autre est sine qua non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en sortant d'une formation, vous êtes déjà capable de coacher les personnes, mais pas toutes les personnes et pas tous les sujets. Il y a 3 niveaux de certification chez ICF. Alors ICF, c'est la fédération auquel l'école est reliée en termes d'accréditation. Vous avez le niveau ACC, Associate Certificate Coach, PCC, Professional Certificate Coach, MCC, Master Certificate Coach. En gros, l'idée d'ICF est la suivante, et c'est le dénominateur commun des différentes écoles qui sont reliées, il y en a d'autres en Suisse aussi, reliées, on va dire, au label ICF. La première, c'est que vous avez des types de formation. Alors, vous avez des types de formation qui s'articulent autour d'une approche. Coach PNL, coach analyse transactionnelle, coach systémique. Vous avez des formations et des parcours comme ça. Deuxième type d'école, vous avez des parcours dits mécanistes. Mécaniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà des protocoles, vous suivez les protocoles et vous faites du coaching. Alors, est-ce que les protocoles sont mauvais? Non. Mais souvent, ça ne sert qu'à rassurer le coach. On se dit, j'ai un protocole, et si ça ne marche pas, c'est la recette de cuisine qui est mauvaise. Souvent, au Maroc, parce qu'au Maroc, quand je dis, vous voulez quoi? Alors, au Maroc, ils disent, des outils, des outils, des outils. Ouais. Et alors, je me promène toujours dans mon plumier avec un pinceau. Et je dis, voilà, un pinceau, c'est un outil. Et c'est un outil de peinture. Bon, ok. Ben, je te donne le pinceau, est-ce que ça fait de toi un peintre? Personne n'a dit non. Je dis, ben, pour que tu deviennes peintre en tenant ce pinceau, tu as besoin de quoi? Des techniques. Alors, vous voulez quoi? Des techniques, des techniques, des techniques. Bon, on vous donne des techniques. Donc, tu as la technique et tu as le pinceau. Est-ce que ça fait de toi un bon peintre? Non. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit un bon peintre? Qu'il y ait la magie. Hein? Il y a quelque chose de l'ordre de l'impalpable. Bon, vous voulez quoi? La magie, la magie. Ça va être bien. En gros, les outils, c'est bien. Et d'abord, il faut savoir les tenir. Et puis, il y a ce qui vous appartient, vous, votre couleur, votre coloration d'être humain, votre expérience de vie, qui va transformer un tableau à quelque chose de différent des autres tableaux. Et ça, c'est important aussi de comprendre. C'est-à-dire qu'une formation de coach, on développe bien sûr du savoir-faire, mais il est important aussi de développer son savoir-être. Et que c'est l'assemblage de ces deux parties qui font que ça marche ou que ça ne marche pas. ICF a donné simplement un label à des écoles ou des parcours qui ont fait l'objet d'une audit. Donc on a décomposé le programme, on a regardé comment ça fonctionne, et surtout, parce que ça c'est la philosophie d'un programme accrédité, ce qui est au centre, c'est pas l'approche, c'est pas l'outil, c'est la compétence. En gros, chez ICF, on va parler de compétences. Et on développe, au travers du cursus, ce que la Fédération Coaching a défini comme 11 compétences essentielles pour exercer ce métier. Et les écoles sont ensuite libres, mais à eux d'expliquer à la Fédération quel est le lien entre ce qu'ils vont donner dans leur contenu et les 11 compétences. Après, chaque école est libre de mettre dans son parcours ce qu'il veut, à condition que ce qu'il met dedans contribue au développement de ces 11 compétences. Donc là, vous avez expliqué ce que c'était qu'un parcours mécaniste, c'est plutôt théorique, protocole, un parcours orienté sur une approche, coach PNL, coach AT, coach ceci, et puis une philosophie qui est orientée, moi j'appelle ça orienté métier, c'est-à-dire que pour exercer un métier, ébéniste, coiffeur ou autre chose, peu importe le métier, il faut des compétences. Et
qu'au centre du métier, ce sont les compétences qu'il s'agit de développer dans un cursus de formation. Et après, les écoles qui ont ce label, ils mettent dans leur programme ce qui leur semble important pour permettre aux participants, dans un laps de temps défini, de développer ces compétences à un niveau minimum pour pouvoir exercer le métier de coach. Et le niveau minimum, chez ICF, c'est défini au premier niveau de certification, qu'on appelle ACC, qui correspond à 100 heures de pratique d'expérience. C'est pas énorme, mais c'est déjà 100 heures. D'avoir fait un parcours accrédité et de satisfaire à la certification. Une fois ce premier niveau de certification atteint, on vise le second niveau de certification, qui est encore pour l'instant un niveau d'expérience de 750 heures d'expérience, d'une formation qui comporte au moins 125 heures de formation, et de réussir à l'intérieur du parcours à une certification au niveau PCC. Et puis il y a un troisième niveau qui est LCC. Ça, il n'y a pas d'école qui amène un participant à obtenir la certification MCC, parce que le candidat doit se faire certifier par ICF et pas par une école. Et là, le niveau d'exigence est de minimum 2500 heures de coaching, d'un minimum de 250 heures de formation théorique et de satisfaire aux examens qui correspondent au niveau MCC. Sachez que, et ça c'est un point commun, dans toutes les écoles accréditées, le directeur de programme doit être au MCC. Sinon, une école ne peut pas avoir le label. Ça veut dire que la personne qui dirige la pédagogie de l'école doit avoir au minimum 2500 heures d'expérience en coaching. La formation se décompose en 7 modules. Et après le 4e module, vous recevez un feedback enfin, vous recevez le feedback avant, mais au 4e module, vous recevez une synthèse écrite conséquente de là où vous en êtes par rapport à l'acquisition de ces compétences. Et puis, on vous demande pour la certification de commencer à coacher et de nous présenter au 7e module l'enregistrement d'un coaching que vous estimez être le meilleur. Et c'est sur cet enregistrement de ce coaching que va se baser la certification de votre premier niveau de certification, ACC. D'accord? Comment ça se passe? C'est assez simple. Vous êtes 2 bibliothèques. J'ai dit à cette bibliothèque, et je dis à vous, vous trouvez chacun d'entre vous une ou plusieurs personnes dans votre entourage qui est prête à se faire coacher. Donc vous trouvez par exemple une copine qui dit moi je veux me faire coacher. Ok? Mais vous la connaissez cette copine. Alors, cette copine, vous allez la mettre à la disposition d'une personne de 7 bibliothèques. Et c'est important pour justement mettre cet aspect de confidentialité. Votre copine, ben, vous ne devez pas entendre ce qu'on dit à son sujet. C'est des gens qui travaillent dans cette bibliothèque qui vont en parler et vous n'êtes pas présent lors de ces discussions. Et inversement, madame va trouver, ou mademoiselle va trouver une personne dans son entourage qui est motivée, qui a envie de se faire coacher, et cette personne qu'elle a trouvée sera mise à la disposition d'un ou d'une coach de l'autre bibliothèque. Et à partir de ce moment-là, entre le module 4 et le module 7, vous avez après c'est un enseignement d'adulte, on vous conseille d'avoir avec cette personne entre minimum 3 séances avec cette personne. Au plus, c'est mieux. Pourquoi? Parce que vous allez avoir 3 séances, 4 séances, 5 séances. Au plus vous allez avoir de séances, au plus vous allez avoir d'une part la pratique que vous allez développer, et d'autre part la possibilité de faire le choix. Je vais prendre la séance 4, et c'est cette séance-là que je vais utiliser pour ma certification, parce qu'elle me semble être la meilleure, et vous êtes aidé d'ailleurs pour ça dans votre bibliothèque. Elle est la meilleure, et alors c'est quelqu'un d'équipe qui évalue et qui vous dit vous allez satisfaire aux critères du premier niveau de certification, et vous serez certifié. Donc, en fonction du nombre d'heures que vous faites, vous allez déjà avoir un quota. Il y a des gens qui arrivent déjà en formation avec des heures de coaching parce qu'ils coachent déjà et qui viennent rechercher la certification. Donc, en fonction des personnes, certains iront très vite pour demander les CF la certification, c'est-à-dire 100 heures sont atteintes, hop, hein, nous on vous donne une attestation, d'autres mettront un peu plus de temps. En général, il faut compter 6 mois. On peut coacher par Skype, on peut coacher par... Alors, vous devez évidemment pour chaque client demander l'autorisation de figurer sur votre liste, votre logbook
de coach. Et au moment où vous introduisez votre dossier pour la certification, donc vous avez besoin de deux choses. Un, de notre attestation, comme quoi vous avez reçu votre certification. Deux, de vos 100 heures. Et les 100 heures se traduisent sur une liste de minimum 8 clients différents. Où vous mettez simplement un point de contact, et CF se réserve le droit d'envoyer un mail, par exemple, c'est son nom des mails, à la personne pour demander, tiens, est-ce que cette personne vous a coaché? Oui, pour ça. On ne vous demande pas combien vous avez demandé, tout ça. On vous demande de faire simplement un logbook avec un point de contact des personnes que vous avez coachées. Et si vous coachez dans une entreprise, vous pouvez mettre le point de contact, le service de ressources humaines, quelque chose comme ça. Simplement, eux s'autorisent parce que vous vous engagez à communiquer des informations qui sont vraies. C'est un engagement. Et eux se réservent le droit, si vous mettez par exemple un point de contact, moi je suis coach interne dans une entreprise, je coach régulièrement, donc ils ont besoin d'avoir un référent pour éventuellement vérifier ce que vous dites. Vous devez en faire 25 heures dans les 18 mois qui comportent votre formation, et les 75 peuvent précéder la formation, c'est-à-dire si vous avez fait du coaching il y a 2 ans, 3 ans, 75 heures peuvent être cumulées dans les 100, mais 25 doivent faire partie des 18 derniers mois. Est-ce que finalement, en ayant les compétences, on peut coacher dans tous les contextes? Oui et non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les mêmes compétences dans tous les contextes. Mais si vous êtes complètement étranger dans un contexte, vous êtes handicapé. Imaginez que vous n'avez jamais mis un pied en entreprise, et moi en arrivant en entreprise, j'ai mes compétences de coach qui sont les mêmes si je coach dans une autre sphère, dans un autre contexte. Par contre, dans l'entreprise, il y a des enjeux d'entreprise, du jargon d'entreprise, une dynamique d'entreprise, qui fait que si vous n'avez pas d'expérience là-dedans, vous allez vous sentir perdu. J'ai cité la première, je la ramène, l'éthique, c'est-à-dire qu'il connaît les limites de son métier. La deuxième, c'est qu'il sait mettre un cadre et il sait faire formuler l'objectif. Clarifier l'objectif, faire formuler l'objectif. Parce que si on n'a pas d'objectif, on ne va pas aller. L'empathie est une caractéristique de ce que le coach doit créer dans la relation, c'est-à-dire de la confiance et de l'intimité. La présence, c'est être conscient de ses limites, c'est être conscient de sa propre représentation pour éviter de rentrer dans ce qu'on appelle les phénomènes psychologiques qui sont le transfert, la projection, etc. Et alors, on divise l'écoute en deux parties, ce qu'on appelle l'écoute du dit et l'écoute du non-dit. L'écoute du dit, voilà, c'est la surface, l'écoute du non-dit, c'est on rentre déjà dans la structure plus profonde, des freins, des convictions, mais écoute, et d'ailleurs, c'est la 5e. La compétence 6, c'est que le coach maîtrise le questionnement. On appelle ça pose des questions puissantes. En gros, des questions qui décoifent. Et vous pouvez déjà vous poser la question quand vous posez une question à quelqu'un, c'est une question puissante. Il y a déjà une caractéristique qui ne vous amène pas une certitude, mais qui vous donne un bon indicateur. Au plus votre question va susciter de silence chez le client, c'est un indicateur que le client ne s'est pas encore posé cette question. Si vous posez une question et que la personne s'y répond tout de suite, c'est qu'elle s'est déjà posé la question. Donc ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de poser des questions que la personne ne s'est pas encore posées. Et ça, souvent, ces questions-là suscitent des silences. En général, les questions puissantes, elles suscitent souvent une montée d'adrénaline ou d'émotion. C'est la question, certains qui disent la question qui tue. C'est le coach a une bonne communication directe. Il est clair, il est percutant, il encourage son client, il sait motiver son client, c'est la communication directe. La 8, c'est il sait amener son client à des prises de conscience. C'est à ça que c'est la question puissante. À lui ouvrir la conscience, à découvrir, redécouvrir son potentiel. C'est la 8. La 9, il sait avec son client concevoir des actions pour avancer, pour atteindre son objectif. La 10, il sait planifier. Donc vous allez dans une entreprise et le dirigeant vous dit, bon, j'aimerais que vous coachiez mes collaborateurs. Combien de séances vous avez besoin? Il a besoin de le savoir, mais approximativement, parce qu'il va payer. Donc vous avez besoin d'avoir une représentation du temps que vous allez mettre dans ce processus, même si c'est approximatif.
Et la compétence 11, c'est qu'il s'est responsabilisé et gérer le progrès de son équipe. Le module 1, voilà, consiste à poser le cadre du processus, comprendre comment tout va se passer, à définir, mais beaucoup plus loin, ce que c'est le coaching, le coaching, à commencer à expérimenter une structure d'un entretien de coaching, parce que le coaching, moi j'appelle ça un entretien structuré. Si un coaching n'est pas un entretien structuré, ça devient une discussion. Donc apprendre ça, apprendre les premiers outils du coach et voir comment ces différents outils s'intègrent dans les 11 compétences d'ICF. Il y a globalement 50% de pratique dans la formation, et cette pratique, elle se passe à différents niveaux, en bibliothèque, par groupe de 2, par groupe de 3, et aussi dans des exercices, j'appelle ça d'intégration, tels que vous avez pu l'expérimenter en direct avec face à face, vous voyez. Donc de ressentir un concept plutôt qu'uniquement le laisser dans votre tête. Ça c'est le module 1. Module 2, on va commencer à s'interroger sur les freins d'une personne. Et ça devient intéressant parce qu'on va travailler sur on travaille sur les freins des participants. Donc, vous pouvez aussi voir la formation comme un méta-coaching de votre personne. Donc, on va voir quels sont les types de freins au travers de 2 approches, mais sans être dans la théorie pure de ces approches, mais dans les applications en coaching de ces approches qui sont en PNL au travers de métaprogrammes, et comprendre les freins au travers de ce qu'on appelle le métaprogramme, et dans l'analyse transactionnelle par rapport justement à tous les stratagèmes ou jeux psychologiques qu'une personne peut mettre en place en termes d'autosabotage, en termes de victimisation, en termes de ceci, en termes de cela, dans ces jeux. Le module 3 a pour thématique l'ombre du coach. Alors l'ombre du coach, c'est quoi? D'une part, c'est de bien comprendre tous les phénomènes psychologiques qui peuvent émerger en coaching. Vous pouvez, vous, subitement, être énervé face à votre client. Ou votre client vous énerve. Il ne va pas assez vite. Il n'est pas assez fut-fut. Ça fait 10 fois qu'on répète la même chose, il n'a toujours pas capté. Ouais. Vous êtes super speedy dans le monde, ouais. Vous êtes speedy et la personne semble plutôt un peu lymphatique comme ça. Voilà, tout ça c'est quelque part intéressant parce que ce sont des projections ou des mécanismes qui vous interrogent à vous dans votre propre fonctionnement. Un bon coach serait un coach qui serait capable de coacher n'importe qui. On ne finit pas d'apprendre. Hein. Moi aujourd'hui, approximativement, j'ai 3600-3700 heures de coaching. Ben, je me retrouve encore, je suis une magasse celui-là. Ouais. Et alors, bon, heureusement, il y a des réflexes, il y a de la supervision, mais quelle est la partie de moi qui est interpellée dans cette histoire? C'est normal. Mais si au départ, toutes les personnes qui passent devant vous vous énervent, là, c'est questionnant. Oui, et parfois, c'est tout simplement un tempérament différent. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus focalisées dans les motifs, dans le ressenti. Oh, moi je ressens, et vous êtes peut-être plus focalisé dans le mental, mais moi je sens rien. Il faut rationaliser ici. Vous voyez? Vous savez, il ne faut pas attendre d'être parfait. Un jour, à Bruxelles, j'ai quelqu'un, et on fait les présentations au départ, etc. Enfin, parce que moi je ne m'occupe pas des interviews en Belgique. Enfin, nulle part d'ailleurs. Et cette personne, dans sa présentation, dit que c'est la 4e formation de coach qu'elle fait. Et moi je prends ma chaise, je m'assieds. Je dis 4e formation de coach, c'est quoi? Des formations de 2 jours, de 3 jours? Non, c'est des formations de 20 jours ou 10 jours, etc. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire ici? Je dis, tu connais déjà tout. Oui, mais j'ai vraiment besoin d'avoir la certitude que je suis bon, que je suis parfait. J'ai dit, bah, c'est pas cette formation qui va te donner cette certitude. Hein. Module 4, on va rentrer dans la méthodologie, c'est-à-dire qu'on va rassembler tous les différents éléments qui ont été vus dans les 3 premiers modules et on va le contextualiser dans la réalité du coaching. Comment découper ses séances, qu'est-ce qu'on met dans ces séances, comment faire un contrat, comment ceci, comment cela. Bref, on est là dans la pratico-pratique
Et puis, le jour 3 et le jour 4, vous allez être confronté à un premier coaching dans sa totalité. Et on vous donnera un feedback conséquent parce que c'est sur base de ce feedback qu'après la formation, vous allez commencer enfin après le module 4, pardon, vous allez commencer à entrer dans une dynamique de coaching avec les échanges distants. Le module 5, on rentre dans une sphère collective. Ça ne veut pas dire qu'on fait des coachs collectifs, mais que la notion de système, de systémie est importante. Exemple, le frein ne se trouve pas toujours à l'intérieur d'une personne. Le frein peut se situer à l'extérieur d'une personne. J'ai coaché un gars qui est un génie informatique. Le patron voulait le récompenser, lui a donné une promotion, il se retrouve chef d'équipe, mais il n'a aucune compétence relationnelle. En tout cas, il est plutôt introverti, il se laisse bouffer par ses collaborateurs, il ne sait pas dire non. Donc, dès qu'un collaborateur a un dossier un peu difficile, il va voir son chef d'équipe, il dit qu'il ne pourrait pas le faire, et l'autre n'ose pas dire non, donc il le prend, il est débordé, enfin bref. Donc, le dirigeant dit, coachez-le, et il doit savoir dire non, il doit savoir mettre ses limites, il doit savoir être assertif, il doit ceci, il doit cela, donc on définit tout ça, et je commence à coacher. Et en gros, ça se passe bien. C'est-à-dire qu'il installe de nouveaux comportements, et tout ça se passe très bien. Et un jour, au bout de plus ou moins 4 ou 5 séances, je le revois, et il semble être un peu différent d'habitude, et je lui demande ce qui se passe. Il me dit, mais tu te rends compte, tout se passait bien, et puis je ne sais pas pourquoi, ça fait une semaine ou deux, mes collaborateurs me disent, mais attends, t'as changé, c'est le coaching te monte à la tête, pour que tu te prends maintenant. Avant, t'étais mieux. Avant, t'étais mieux. Et alors, il rajoute, et tu te rends compte, même ma femme m'a dit, j'ai l'impression d'avoir épousé un autre homme. Si tu continues sur cette voie, je ne sais pas si notre couple va résister. En gros, il était devenu plus assertif, il était devenu, voilà, il se positionnait, plus dans quelque chose de définir ses limites, et plutôt que de laisser ça uniquement dans son cadre professionnel, il est devenu comme ça dans les autres cadres aussi. Et donc, quand sa femme dit chouchou, comme d'hab, tu fais la vaisselle, lui il a dit, ben aujourd'hui non. Ouais. Et donc, c'est une réalité. C'est-à-dire que lui, de façon interne, des choses se plaçaient et ça marchait bien. Et puis, l'environnement autour dit, tu ne changes pas. Parce que tu étais, ils ne le disent pas, inconsciemment ça se passe comme ça, tu étais pour nous un point de repère, de fonctionner comme ça. Aujourd'hui, on a perdu notre point de repère et on n'est pas d'accord. Et ça met parfois 2-3 mois avant que ça se manifeste. Tout simplement, pourquoi? Parce que pendant ces 2-3 mois, les personnes ont la croyance, ça va lui passer. Il est dans son mauvais jour. C'est pas grave, on va bientôt le retrouver comme avant. Et puis à un moment, il constate qu'il ne revient pas comme avant. C'est là que les résistances systémiques apparaissent. Vous savez, il y a des gens qui ont tout le potentiel pour être des diplômés universitaires brillants et qui font le choix de ne pas commencer une formation universitaire parce que le reste de la famille est d'un milieu ouvrier plutôt modeste et que commencer des études supérieures serait un manque de loyauté par rapport à la famille. Je sais de quoi je parle de moi. Ça veut dire que c'est un prix à payer. Et le prix à payer, est-ce que la personne est prête que son environnement change aussi? Que sa femme, éventuellement, ne se reconnaît plus dans l'homme qu'elle a choisi? Que ses collaborateurs ne l'apprécient plus autant qu'elle. Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là? Donc ne cherchez pas toujours le frein dans la personne. Parfois le frein est autour de la personne. Et cette dynamique parle des freins systémiques, enfin, homogènes, ce que j'appelle homogènes, et multiculturels. Parce qu'aujourd'hui on est confronté à un brassage de cultures, et que ces cultures fonctionnent différemment, et qu'en coaching, parfois on est confronté à des freins culturels. Voilà. Ça c'est le module 5. Le module 6, c'est un coaching qui vise plutôt un coaching de dirigeants, avec des spécificités de dirigeants. En entreprise, c'est souvent des dirigeants qu'on coach, des personnes à responsabilité, ce sont les caractéristiques particulières. Pourquoi? Parce que souvent, c'est des personnes seules. C'est simple que ça. Je veux dire seules dans le sens qu'ils sont seuls à prendre des responsabilités importantes, donner une direction, et que la méfiance, la prudence, ces personnes évitent à communiquer leurs difficultés, leurs stress, leurs problématiques à leurs collaborateurs,
collaborateurs qui sont peut-être le directeur de joint, machin, etc. Donc c'est une problématique assez particulière que de coacher les dirigeants. Ça c'est le module 6. Et puis le module 7, ben, on est dans la certification et le bouclage. Le premier jour d'ailleurs, avant que vous arriviez, les personnes du groupe précédent étaient en certification. Donc on reçoit les personnes individuellement par 2, par 3. Et on donne un feedback sur l'enregistrement qu'ils nous ont envoyé, on valide ou non les compétences au niveau de certification. Le jour d'après, tout expliqué par rapport à comment introduire son dossier chez STEP, etc. Et puis il y a une clôture sur comment, on va dire, contextualiser tout l'apprentissage dans les projets que vous avez développés. Ça, c'est le bouclage de la formation. Combien de temps ça prend? Donc les modules sont divisés, la formation est divisée en 7 modules et ils sont espacés au départ plus ou moins d'un mois et ensuite d'un peu plus qu'un mois pour permettre à partir du module 4 que les personnes commencent à coacher et avoir des cas pratiques et donc à rentrer vraiment dans une pratique de temps. Donc en gros, ça dure un an, si jamais. 23 jours de formation, premier module 4 jours, deuxième module 3, troisième module 3, quatrième module 4 jours, ensuite 3, 3 et 3. Au début, à partir du premier module, on vous invite à constituer des groupes de pairs. Et les groupes de pairs, c'est en dehors de la formation, on vous invite à vous exercer entre participants, on vous explique comment ça marche, et on vous conseille, dans l'enseignement d'adultes, c'est-à-dire qu'on n'impose pas, on conseille d'avoir entre les modules, entre 4 heures et 6 heures de pratique avec des groupes de pairs. Vous faites ça en 2 fois, vous faites ça en 1 fois, vous faites ça comme vous voulez, entre 4 heures et 6 heures, c'est le conseil. Pourquoi? Parce que par expérience et sur 10 ans, on sait que quelqu'un qui ne pratique pas entre les modules est paumé au bout d'un certain temps. Il faut le dire et je le dis. Donc si déjà entre les modules, vous savez que vous ne pouvez pas consacrer 4 heures, ça peut être une réunion et dire ben voilà, on commence à 18h, on finit à 22h, enfin bref, si vous ne savez pas générer ces 4 heures de pratique entre les modules, vous allez être assez rapidement dépassé dans l'intégration des compétences. Pendant la formation, la pratique n'est pas encore suffisante pour permettre une bonne intégration. Donc, on a vu point A, on vous dit, ben voilà, on fait des exercices point A durant la formation, et on vous invite à faire encore pendant 4 heures en dehors de la formation point A, par exemple. Il y a plus que des points A. Hein. Voilà. À partir du 4e module, le temps que vous avez consacré entre les modules augmente. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à coacher une personne qui est fournie par une autre bibliothèque. Vous allez devoir prendre un rendez-vous avec cette personne. Vous allez devoir ensuite prévoir plusieurs rendez-vous. Pourquoi? Parce que si vous en avez qu'un, vous n'envoyez qu'un enregistrement qui est mauvais, vous n'êtes pas certifié. Alors si vous vous en foutez de la certification, ça ne pose pas de problème. Il y a toujours un certain nombre de personnes qui disent, ça fait partie des 10% qui viennent pour le développement personnel. Mais les 90% qui ne viennent pas pour le développement personnel, eux, ben, ça valide leur parcours. Donc, il faudra, on vous conseille au moins de faire 3 séances. Mais ce n'est pas seulement 3 séances, voir une personne pendant 1 heure. C'est, après avoir vu cette personne pendant 1 heure, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé dans cette séance. C'est réécouter la séance, puisque vous l'avez enregistrée. C'est de se dire, est-ce que cette séance est suffisante pour que je la présente pour ma certification? Est-ce qu'on trouve bien les 11 compétences? Vous allez pouvoir aussi demander conseil aux autres personnes de votre bibliothèque. Tiens, est-ce que tu es d'accord d'écouter mon enregistrement? Enfin, plus que d'accord, puisque c'est dans la dynamique. Voilà, donc il va y avoir une collaboration en disant, mais écoute, cet enregistrement, tout le monde la reconnaît comme bonne, parce que parfois il y a des gens qui sont tellement dans le manque de confiance, tellement dans le souci de perfection, qui disent, oh, mon coaching c'était de la merde. Alors que tout le monde leur dit, bah non, c'était bien. Voilà, donc il y a aussi cet échange-là. Donc ça représente plus de temps. Il faut en avoir conscience. Plus de temps. Alors, le chiffrer, c'est difficile, parce qu'il y a des personnes qui intègrent plus vite, il y a des personnes qui ont déjà une expérience, il y a des personnes qui ont plus de facilité en termes de temps, etc. Donc c'est difficile à chiffrer. Mais il est sûr que entre le module 1 et le module 4, on vous conseille 4 heures de pratique entre chaque module. Ça veut dire 3 fois 4 heures, facilement multiplié par 2. Pour ICF, il faut notre papier et une expérience de 100 heures. Et notre papier, tant que vous n'avez pas 100 heures, vous n'allez pas le rentrer chez ICF.
Mais une fois que vous avez votre papier licence d'heure et notre papier, vous rentrez chez CA. C'est rare qu'on a des personnes qui atteignent le niveau PCC au terme d'une formation. Et donc, pour atteindre le niveau PCC, vous avez déjà la formation qui valide le niveau PCC. Et c'est ça, dans le jargon ACTP, c'est une formation qui peut valider jusqu'au niveau PCC. Et Coaching Wave est une formation ACTP. Si vous regardez une école et que vous voyez ACSTH, ça veut dire que c'est une école qui peut valider que jusqu'au niveau ACC. Et puis vous avez CCEU, ça veut dire qu'une fois que vous êtes certifié, vous êtes dans l'obligation de cumuler 40 heures de formation continue par 3 ans. Ça correspond plus ou moins à 1 heure de formation par mois. Et dans les formations, aller à un atelier CF organisé par CF Romand, enfin Suisse Romand, c'est valable pour 1 heure de formation continue. La supervision, ça veut dire que dans votre métier de coach, vous allez être confronté à des difficultés. Et que ces difficultés feront l'objet d'une supervision, c'est-à-dire en fonction de vos difficultés, quelque chose de personnalisé qui vous permettra de dépasser ces difficultés. Et dans la formation est inclus le nombre nécessaire d'heures de supervision. Dans la formation longue, de toute façon la Suisse, elle ne propose que la longue, c'est-à-dire que dans la formation, il y a 10 heures de supervision inclus dans le processus.